Dans cette vidéo, on a une femme qui affirme avoir mis fin au jour de son fils. Je dis bien ceci, je reprécise bien. Dans cette vidéo, on a une femme qui affirme que oui, j'ai décidé volontairement de mettre fin au jour de mon fils parce que rester avec un enfant handicapé tétraplégique, vraiment, c'était pas du tout évident. Alors, certains m'ont jugé, certains m'ont critiqué, certains m'ont dit pourquoi elle a fait ça. Écoutez d'abord ses raisons, et après on va se retrouver parce que c'est un long débat parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette situation. Je dis bien, mais même si au fond d'elle pense, certaines personnes qui se retrouvent dans cette situation actuellement peuvent penser ce que cette femme pense, mais n'ont pas le courage de le dire parce que comme on dit souvent sur une société assez hypocrite où tu penses mais tu ne dis pas parce que tu as peur de ce que les autres vont dire. Écoutez cette vidéo, on se retrouve tout à l'heure. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'offrir à mon fils Frédéric. Bonjour Naratier. Bonjour Hugo. En novembre 1987, vous avez décidé de mettre fin à la vie de votre fils Frédéric, qui était lourdement handicapé. 32 ans après, vous avez décidé de parler aujourd'hui, et vous publiez ce livre « J'ai offert la mort à mon fils ». Qu'est-ce que vous racontez? Alors je raconte sa naissance d'abord. Quand Frédéric est né, je ne l'ai pas vu parce que j'avais une anesthésie générale. Et là, on a appris que le manque d'oxygène avait détruit en grande partie le cerveau. Pour qu'on comprenne bien, quelle pathologie il avait, Frédéric? Alors Frédéric, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas marcher, il était tétraplégique, il ne pouvait pas comprendre d'où venait le bruit. Il ne pouvait pas comprendre non plus pour manger parce que le cerveau était vraiment en grande partie détruit. Pendant 3 ans, ça s'est passé comment au quotidien? Alors au quotidien, c'était même pas une vie. Quand il me voyait attraper la cuillère, il ne comprenait pas qu'il fallait qu'il ouvre la bouche. Donc si vous voulez, il fallait que je le tienne, que je lutte avec lui, contre lui, parce qu'il fallait que j'arrive à mettre la cuillère dans ses dents serrées, quoi. Il lui fallait des neuroleptiques parce qu'il faisait des crises d'épilepsie, ce qui fait que n'importe quand, dans la journée, dès que j'entendais un petit bruit, il fallait que j'aille vite voir, parce qu'après, quand il a eu des dents, il se mordait, il fallait que j'aille mettre le doigt entre les dents, etc. Quel contact il y avait entre vous et lui? Alors c'était vraiment fusionnel, oui. Tout ce que je faisais, je le faisais avec lui. Pour moi, j'avais peur que dès que je le posais, qu'il allait mourir, quoi. C'était vraiment une angoisse permanente. Et vous arriviez à communiquer? Pendant quelques temps, j'ai cru que je communiquais avec lui. Parce que quand je le lançais en l'air, il se mettait à rire et tout. Alors moi, je me suis dit, il est content, il m'a reconnu. Enfin, je pensais qu'il m'avait reconnu. Et en fait, je suis allée voir le médecin, le vieux médecin de famille. Alors il m'a dit, non, ne te fais pas d'illusions. Famille. Alors il m'a dit non, ne te fais pas d'illusions. Il m'a dit c'est parce que en le lançant en l'air comme ça, tu lui apportes un bien-être pour le cerveau. Et ce bien-être, il le transcrit lui en riant. Il m'a dit mais passe-le-moi, tu vas voir. Alors je lui ai passé Frédéric et il l'a lancé en l'air et le même rire est sorti, quoi. À quel moment vous avez décidé de mettre fin à ces jours? J'ai été poussée par le fait qu'il allait avoir 3 ans. Je savais qu'il faisait 17 kilos, qu'il avait une force nerveuse importante et que moi, je devais déclarer forfait, quoi. Parce qu'on avait visité des centres où quand un enfant faisait des crises comme ça dans sa coque ou un truc, on lui mettait un coup de Valium. J'ai dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait grandi, s'il avait vécu? À quoi aurait ressemblé sa vie? Dans un centre, avec des traitements neuroleptiques contre l'épilepsie, sans bouger, sans parler, comme ça, tourner la tête juste comme ça, à se mordre les lèvres. Voilà, c'est ça, sa vie. Sa vie, c'était ça. L'acte en lui-même, comment ça s'est passé? J'ai écrasé dans une soucoupe tout le tube de neuroleptique. J'ai mis un tout petit peu de lait et je lui ai fait prendre petite cuillère par petite cuillère tout le tube, le tube de cachet. Voilà. Ensuite, je l'ai couché et j'ai attendu que mon mari arrive parce que il m'a soutenue. Pendant 3 jours, nous avons vécu avec lui. C'est vrai que c'était difficile parce que on le baignait, on le massait, on dormait avec lui. C'était très contradictoire parce que si vous voulez, par moments, je souhaitais qu'il se réveille. Parce que c'était vraiment paradoxal, parce que je n'envisageais pas ma vie sans lui non plus. Donc le problème, c'est qu'il ne pouvait pas continuer, mais je ne pouvais pas le laisser. Donc on a attendu 3 jours. Et le 2 novembre 1987, le jour de ses 3 ans, il est mort.
Vous n'avez jamais regretté votre décision? Non, jamais. Aujourd'hui encore, je referai la même chose. Et plus le temps passe, et plus je me dis que la vie, elle doit avoir une dignité. Ça doit aller avec. On ne peut pas vivre à tout prix, non. Ce que vous avez fait aux yeux de la loi, c'est un meurtre avec préméditation. Ah oui, préméditation, c'est sûr. C'était il y a 32 ans. Vous Oui. publiez un livre maintenant. Le Oui. délai de prescription pour ce type d'acte, c'est 30 ans. Est-ce que c'est volontaire d'avoir attendu la fin de la prescription Non. pour publier un livre? Non, parce que je n'ai jamais regardé s'il y avait un délai de prescription ou pas. Pour moi, la loi n'a rien à voir. Salut à tous, c'est Hans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, et si possible, bien évidemment, on donne toujours un peu notre avis. Alors, vous savez, quand on se retrouve toujours sur cette page, c'est pour gagner quelque chose, c'est pour échanger, c'est un débat, chacun est libre d'exprimer son opinion. Et moi, avec vous, je ne cache pas mes opinions. Quand je pense, même si parfois il peut sembler être froid dans mes analyses, froid dans mes décisions, dans ma façon de faire, c'est comme ça en fait. Il faut être pragmatique et décisionnaire. Parce que si on reste toujours à vouloir mettre les émotions au premier plan de ce qu'on va faire, à un moment donné, on n'avance plus parce qu'on est bloqué. Alors, vous avez écouté comme moi le témoignage de cette dame qui a affirmé qu'elle avait un enfant qui était handicapé. Et elle a décidé personnellement, oui, de mettre fin au jeu de son fils parce que selon elle, c'était un supplice. Et ce que je vais commencer par vous dire, c'est que certaines personnes ici vont juger cet acte. Moi, je ne la juge pas, je ne la condamne pas parce que comme je dis, chacun a son avis, chacun a sa façon de penser par rapport, chacun a ses convictions, chacun sait ce qu'il pense par rapport au sujet. Alors, concernant la dame, je vais vous dire un truc. Sachez qu'il est très difficile d'élever un enfant handicapé. Si une femme a 2 enfants qui sont handicapés, c'est dire que seulement le handicap des 2 enfants là peut t'aimer avec elle. Ça, c'est un truc que je vous dis parce que quoi, quand je dis elle dit qu'il est très difficile d'élever un enfant handicapé, ça veut dire quoi? Mentalement, moralement, psychologiquement, vous êtes atteint sur tous ces plans-là. Ça veut dire quoi? Tu as d'abord porté l'enfant 9 mois. Tu as souffert. L'enfant sort après 9 mois. Tu vois, ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Tu vois, on te dit qu'il est un peu dans la tête là, ça ne donne pas. Imagine d'abord, donc tu souffres 9 mois, tu portes, tu pars, tu pousses, tu risques ta vie comme ça que tu pourrais die sur la table. Tu pousses, on te dit que l'enfant que tu vois là, dans sa tête là, ce n'est pas normal. En plus de ça, maintenant que ce n'est pas normal là, tu prends sur toi en disant que ok, je vais le gérer. Mais sauf que au lieu que tu avances avec l'enfant, c'est-à-dire tu aimerais vous aussi demain que ton enfant se lève, il parle, après il rampe, après ramper, il commence à se mettre debout, après debout, il commence à marcher, après marcher, il va à l'école, après l'école, tu l'élèves, tu lui inculques des notions de valeur, mais tu te rends compte que pendant des années de ta vie, tu es seulement là, tu as un enfant qui défecte sur lui. Tu as un enfant qui parle, tu y baves. Tu as un enfant qui ne tape. Tu as un enfant que tu peux pas lui dire que lève-toi, tu peux me puiser l'eau. Il part puiser l'eau. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que la nature ne lui a pas permis d'avoir cette chance d'être normal. Donc, vous n'imaginez pas à quel point c'est assez traumatisant pour une femme. Donc, imaginez une femme qui a un enfant qui est comme ça. Si elle a 2. Donc, cette femme ne pourra pas tenir à un moment donné. Et moi, je dis toujours, il faut être vrai avec soi-même. Et comme je dis, élever un enfant dans une situation de handicap. Ça dépend quand on dit handicap, il y a plusieurs types de handicap. Parce que si c'est le handicap où il raisonne un peu, il développe un peu son cerveau, réfléchit. Mais il dit, mais c'est parce que vous n'avez pas encore vu quand vous allez dans les centres où il y a des enfants qui ont ces problèmes-là. Vous n'avez pas encore vu quand vous allez dans les centres. C'est-à-dire, tu avais l'enfant, il est là comme ça, là. Il te regarde, tu parles, il va, il est seulement là. Tu vois quand ça ne va pas, le gars bave sur lui. Tu restes là, tu es à toi la mère, tu es assise. Tu aimerais aussi demain que ton enfant, tu vois les enfants et tes copines partout peut-être. Ils peuvent aller acheter quelque chose. Elle peut dire que bébé va m'acheter ça, l'enfant part acheter, il revient. Tu vois ton enfant, il est seulement là. Tous les jours, tu te lèves le matin, tu le laves. Tu te lèves le soir, tu le laves. À midi, tu le nourris. Après, quand il veut, tu passes seulement, tu vois qu'il a sur lui. Tu vois peut-être une maman qui élève son enfant comme ça pendant 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Mon ami, tu dois donner du respect à cette dame. Et comme je vous dis, parfois, je dis que cette dame-là, parce que moi, personnellement, si c'est moi personnellement, il y a des... Moi, j'estime, certains ne seront pas d'accord avec moi. C'est mon avis personnel, c'est-à-dire c'est ce que moi, je pense dans moi. C'est-à-dire, je n'ai pas libre de ne pas parler de ma vie que moi. Mais je pense que de souffrir moi, je pense que de souffrir à avoir un enfant qui pendant 10 ans, parce que aller accoucher, c'est quelque chose. Peut-être tu peux accepter que oui, j'ai perdu ça, c'est une étape de la vie que j'ai perdu. Mais c'est plus facile d'accepter ça. Que tu as peut-être fait un enfant, il est beau, sachant que demain tu peux encore refaire l'autre. Que d'avoir un qui est à côté de toi tous les jours, il ne répond sur rien. Et en fait, il ne répond pas là, il te fragilise mentalement. Parce qu'à un moment donné, tu as du mal à avancer dans tes propres... Il te fragilise mentalement. Que de subir ça, je pense qu'il vaut mieux éviter.
Et quand je dis éviter, vous comprenez de quoi je parle. Moi, c'est mon avis. Je dis bien que de subir ça. Si moi, je suis maman ou quoi d'un enfant comme ça, que de subir le fait que je vais souffrir avec un enfant tous les jours. Tu laves l'enfant. L'enfant a 14 ans, 15 ans, il est toujours là, il fait sur lui. Et après, tu vas souffrir comme ça. Demain, on va te dire qu'à l'âge de 20 ans, il a fait comme ça, il a quench. On va te dire comme ça. Non, tu vas passer 20 ans de ta vie à souffrir pour rien. Car moi, si c'est moi, à mon avis, on me demande. Ça me fait mal. Parce que je veux voir, c'est mon enfant. Mais moi, il veut m'accepter. Je vais quitter ce service, il faut dire qu'il lave les mains, supposons. Oui, parce qu'il faut dire un truc. Quand quelqu'un d'aille aujourd'hui, c'est-à-dire quand quelqu'un ferme l'œil aujourd'hui là, la personne a fermé l'œil, non? 2 ans, 3 ans après, naissance, on l'oublie. Naissance après, il y a une autre naissance qui arrive, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Imaginez-vous par exemple, un peu comme les enfants qu'on dit souvent des drépanocytaires. Il y a des cas par exemple de drépanocytose qui suivent. Mais imagine-toi que tu as ton enfant, il grandit jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge où il peut te... C'est des trucs qui sont extrêmement difficiles à supporter. Quand tu n'as pas eu un enfant dans cette situation, tu ne peux pas comprendre ce que ça fait. Parce que tu ne t'imagines pas. Mais lorsque tu as un enfant qui se retrouve dans une situation peut-être de drépanocytose, bon, ça va. Lui, au moins, il raisonne. Et au moins, s'il peut t'apporter quelque chose, c'est autre chose. Mais pour quelqu'un qui a un enfant, que là, la tête, le cerveau, on te dit que ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien. Il ne peut pas réfléchir, il ne peut rien t'apporter. Il est seulement là, il bavage. C'est pas facile. C'est pas facile à supporter. Moi, si moi, en tant que parent, que de supporter ce supplice-là, moi, je suis d'accord avec la dame. Moi, je vous dis vrai. Je suis d'accord avec cette dame. Moi, je ne la juge pas. Parce que chacun sait ce qu'il vit. Elle sait ce qu'elle vit. Imagine-toi que tu as un enfant comme ça. Après, tu travailles encore. Tu dois travailler, tu dois le nourrir. Tu dois faire... C'est un traumatisme psychologique. Ça peut faire même certaines personnes ne veulent même plus accoucher parce qu'elles ont encore peur de se retrouver dans ce type de situation. Sur ce, dites ce que vous pensez en commentaire. Pour ceux qui ont déjà eu des enfants, je ne dis pas que tous les enfants qui sont dans cette situation doivent faire ça. Mais je dis... Chacun est libre de prendre sa décision. Elle a pris sa décision de le faire et personne ne la juge parce que vous ne connaissez pas ce qu'elle traversait. Et au lieu de l'être sa life parce qu'elle veut supporter le mouna, Beta elle-même, elle coupe ça, elle gère ça comme elle a géré, elle peut faire vivre heureuse. Elle sait que bon, même si elle ne fait plus d'enfants, au moins je vis, je n'ai plus le stress dans la tête. Parce que vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que le stress, ce que c'est que la pression psychologique. Vous ne pouvez pas comprendre. Sur ce, si vous avez été face à ce type de situation, dites ce que vous pensez en commentaire. Si vous êtes du même avis qu'elle, partagez, on va lire vos commentaires, on va répondre. Bref, c'est un débat ouvert. C'était mon avis. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao. Chicha, BT, Dolce, Gabbana. La fruit et alcool, c'est pour le show. Pour le show.